Bonjour à tous et bienvenue pour cette 19e édition du Café CPTS en époque des vœux. Très très heureuse, très bonne année à tous et à toutes, euh, à titre personnel et à titre professionnel. Bonjour Clémence Bonjour Emmanuel, et bonne année. bonne année. Et avec nous en guest star aujourd'hui, c'est Maître Balère, qui est avocate en droit social pour parler des sujets des ressources humaines. Bonjour Maître. Merci à vous pour votre invitation et ravi de faire votre connaissance, même si c'est par webinaire. Voilà, vous continuez à vous connecter, on prend le petit temps de démarrage. Premier c'est Café CPTS de l'année. Clémence qui était centrée sur les ressources humaines parce que beaucoup de questions, de remarques, que ce soit de la part de bureaux de CPTS ou de coordonnateurs, souvent. Tout à fait. On a essayé de mettre en place ce café CPTS pour répondre aux questions posées. On a décidé de l'axer sur les obligations en tant qu'employeur, voilà, pour débuter cette session RH. Donc, du coup, on partage l'écran. Allez, on démarre. Vous êtes assez nombreux maintenant. Gestion des ressources humaines. Quelles sont mes principales obligations en tant qu'employeur? On démarre par les fondamentaux. Les fondamentaux, Maître Balère, c'est voilà, de bien maîtriser déjà les enjeux, les sujets essentiels d'un contrat de relation de travail. Oui, absolument, parce que il faut pas que vous oubliez que bien que vous soyez en forme associative, il n'empêche que vous avez la casquette d'employeur. Et dès lors que vous avez cette casquette d'employeur, eh bien, s'incombe à vous un certain nombre de règles et d'obligations à respecter, dont les sources sont très variées. Ça peut être un code du travail, ça peut être une convention collective, on va en reparler. Mais c'est vrai que ça implique donc des nombreuses obligations avec des conséquences. Et encore une fois, quand bien même vous êtes sous forme associative, eh bien, veuillez m'excuser, vous nous entendez ou pas? Ou est-ce que c'est moi qui parle pas assez fort? Dites-nous. Fait. Non, tout le monde nous entend, c'est bon. Bon, donc je poursuis. Alors oui, parce que par rapport à ces fameuses obligations dont je viens de vous parler, c'est notamment, et ça c'est mon rôle, je sais que c'est jamais un plaisir à entendre, mais ça veut dire aussi les risques auxquels vous exposez en tant qu'employeur. Et ça c'est important parce que le risque, il peut être de divers ordres. Ça peut être l'inspecteur du travail qui vient vous contrôler. Ça peut être aussi un risque de la part d'un salarié qui vous attaque devant un conseil de prud'homme. Mais avant d'en arriver là, ça peut être aussi des courriers, des remontrances, des contestations de la part de salariés. Donc, il est vrai que le rôle d'employeur implique des responsabilités et aussi sur un plan pénal. Donc, et encore, je le répète, bien que vous soyez sous forme associative. Alors, pour préciser, ce qu'on affiche à l'écran, bien évidemment, pour tourner, une CPTS a besoin de recruter coordonnateurs, coordonnatrices et la pierre angulaire essentielle. Un certain nombre de CPTS sont allés aussi plus loin, sont plusieurs coordonnateurs, sont aussi recrutés d'autres types de profils pour venir renforcer les besoins de fonctionnement. Et donc, effectivement, je recrute, je suis employeur, c'est des obligations, le droit du travail, qui est un droit très structuré, qui est là pour protéger avant tout la partie salariée, mais rentrer dans une relation comme ça, l'objectif, c'est de chercher à sécuriser les deux parties. Tout à fait. Et c'est vrai que, je le dis en connaissance de cause, les professionnels de santé libéraux sont pas toujours les mieux formés, les mieux armés pour être employeurs, parce qu'on leur a pas beaucoup appris sur ces aspects-là. Eux-mêmes, en étant libéral, ils ne sont pas dans les mêmes réflexes, justement, et connaissances de ce code du travail qui est assez particulier. Et donc, on peut s'appuyer, et là aussi, ça peut être chouette de s'appuyer sur la relation de confiance qu'on a avec son coordonnateur, qui parfois est le seul salarié, et donc fait tout aussi, parce que c'est lui qui va s'occuper de son contrat de travail, du bulletin de paye, de l'ensemble des éléments, quoi, avec bien sûr un expert comptable derrière. Et donc, voilà, cette relation de confiance, c'est un cadre très positif, très favorable pour travailler ensemble.
Mais c'est aussi facteur de risque. C'est pas toujours non plus totalement sain, parce que si aujourd'hui tout se passe bien, c'est chouette. Demain, ça peut être reprochable. Et ce qu'il faut prendre conscience, c'est que ça peut être reprochable pour l'une comme pour l'autre des parties, hein. Pour le salarié comme pour l'employeur, ce qu'on va voir au travers des principes qu'on va dérouler là, dans ce café CPTS et avec des exemples et des questions très concrètes issus de vos propres questionnements, de remarques que vous avez fait à Agoralib et aux différents chargés d'accompagnement. Voilà. Donc, il faut avoir conscience que cette relation nécessite d'être accompagnée, hein. Le but, pas de venir mettre en place des usines à gaz, pas des budgets exorbitants, mais avoir un accompagnement, une expertise. Différents profils sont possibles, bien évidemment, à commencer par un expert comptable qui vous apporte cette dimension sociale. Mais attention, effectivement, c'est pas parce que vous avez quelqu'un à vos côtés que vous n'avez pas pour autant à assumer la responsabilité de l'employeur. Là encore, pour parler franc, cru, vous nous connaissez, on n'est pas là pour tourner autour du pot, on est là pour vous donner vraiment toutes les clés. On peut se dire en tant qu'employeur, bon, quelque part, le risque, il est, ouais, des tracasseries, l'inspection du travail qui vient, c'est du temps à passer sur des aspects administratifs. Bon, ça peut être effectivement des prud'hommes. Tout ça, c'est un impact financier qui sera supporté par le budget de la CPTS. Bon, à un moment donné, vous avez quand même aussi des comptes à rendre vis-à-vis d'un bureau, d'une assemblée générale. Donc, attention, ça peut vous être reproché, même si c'est le budget de la CPTS. Des comptes à rendre vis-à-vis de fonds publics qui vous sont alloués. Donc, en termes d'avoir une bonne gestion, là, on dépasse l'aspect purement droit social, hein, maître, mais c'est sur la partie là, dirigeant d'une structure avec des fonds publics qui vous sont alloués. Et comme on le disait, attention, ça ne peut pas être que peut-être une dimension pécuniaire sur le budget de la CPTS. Ça peut être aussi à titre personnel, vous l'avez évoqué, maître, une logique de responsabilité pénale. Il y a certains points qui, là, impliquent la responsabilité personnelle pénale de l'employeur. Donc, attention, l'objectif, bien sûr, c'est pas non plus de vous faire peur, mais voilà, que vous ayez un maximum les clés pour sécuriser, une fois de plus, la relation, que ce soit pour l'employeur qui est la CPTS et les dirigeants du bureau, mais aussi pour le ou les salariés de la CPTS. Donc, Clémence, par rapport à ça, il y a un certain nombre d'obligations. Donc oui, pour pas vous faire peur et pour essayer de résumer les grandes obligations que vous avez en tant qu'employeur. Donc, fournir un travail rémunéré, alors ça paraît logique, mais parfois, bon, bah, quand on commence l'association, qu'on n'a pas toujours les fonds, on peut avoir tendance à se dire, bah, c'est pas grave de rémunérer son salarié 2 mois après. Si, c'est très grave et il ne faut pas le faire. Donc, fournir un travail rémunéré en premier lieu, exécuter le contrat de travail de bonne foi. On y reviendra juste après sur les éléments qui doivent être dans le contrat. Assurer la formation du salarié, c'est aussi important. On n'en parle peut-être pas assez, surtout au démarrage, mais en tout cas, il y a une responsabilité de l'employeur là-dessus. La quatrième chose, c'est d'assurer la sécurité et de protéger la santé du salarié. Attention, il ne s'agit pas d'une simple obligation de moyens, mais une obligation de résultat. Et puis enfin, assurer les entretiens, donc avec un entretien obligatoire d'évolution professionnelle tous les 2 ans, un entretien obligatoire maître tous les 6 ans pour le parcours du professionnel, des entretiens d'évaluation ou l'entretien annuel obligatoire qui est sur le forfait jour en particulier. Tout à fait. Concernant du coup les éléments du contrat de travail, est-ce que maître, vous pouvez nous rappeler les éléments principaux qui doivent apparaître? Alors, il résulte, hein, ces critères de la jurisprudence qui nous dit quoi? Qui nous dit qu'en fait, il y a lien de subordination. Donc, on caractérise entre un coordinateur, par exemple, et puis les CPTS, eh bien, l'existence d'une relation employeur-salarié. À partir du moment où eh bien, il va y avoir l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a donc le pouvoir de donner des ordres, des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné. Donc, c'est vrai que c'est des critères cumulatifs et dès lors qu'ils sont réunis, eh bien, ça permet de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre une personne qui va donner de son temps, de son énergie pour accomplir une mission au profit d'une autre, en l'occurrence une personne morale qui est l'association, et dans ce cadre-là, peut se voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail.
avec toutes les obligations qui en découlent, comme on a commencé à en parler. Alors, il y a également d'autres éléments, puisque ça, c'est l'aspect purement et simplement du contrat de travail, mais il y a tout un volet également en matière de santé et de sécurité au travail. Et ça, je peux vous dire qu'en ce moment, je vois dans mes dossiers de plus en plus de soucis qui arrivent avec le télétravail, puisque on pourrait se dire, bah, télétravail, on est un peu à l'abri de tout ce qui est accident du travail, etc. Je ne suis pas une usine industrielle, hein, pour comparer. Eh bien, au contraire, il y a de plus en plus de conflits à ce sujet, puisque bien que le salarié soit en télétravail, ça n'empêche pas des risques d'accident du travail. Donc, ça oblige l'employeur à se préoccuper également, y compris pour un salarié en télétravail, eh bien, de sa santé et de sa sécurité. Et ça passe à travers notamment l'obligation d'établir un document unique d'évaluation des risques. Et donc, ce document unique, on peut être accompagné pour le faire. Absolument, ça peut être la médecine du travail, ça peut être les CARSAT, voire même des prestataires extérieurs qui sont spécialisés dans le domaine. Et là, pour l'avoir vu encore récemment, ça fait partie des documents que vous réclame l'inspecteur du travail en cas de contrôle inopiné. Et je le mentionne bien, quel que soit le nombre de salariés, que vous en ayez 1, 2, 10, 100, 1000, les obligations restent les mêmes à ce sujet. Donc, si on reprend en termes de risque du travail, effectivement, vous l'évoquiez, on n'est pas dans une usine à travailler sur des machines où il y a un risque physique direct, mais effectivement, les conditions de travail qui peuvent être aussi des déplacements, des réunions le soir, avec des déplacements pour aller ou revenir de cette réunion qui font éventuellement des facteurs de risque, etc. Absolument. Le temps de travail qui doit être surveillé, on y reviendra tout à l'heure sur des sujets qui sont particulièrement sensibles. Donc voilà, un certain nombre de facteurs, là encore, pour connaître quels sont les risques et y a-t-il des actions qui sont mises en place. Voilà, le but, c'est pas forcément de chercher à se prémunir de tout, hein, mais c'est d'identifier quels sont les facteurs de risque. C'est déjà ça, en fait, la première demande qui est réalisée par l'inspection du travail, de savoir si on a identifié ou pas les risques. Exactement. Et clairement, les inspecteurs du travail, pour en avoir côtoyé plusieurs dans mes dossiers, encore une fois, peu importe le nombre d'effectifs, hein, c'est vraiment là-dessus, sur les startups, etc., hein, puisqu'on pourrait vous comparer éventuellement à des startups, vraiment, ils considèrent qu'aujourd'hui, un employeur doit s'emparer des obligations qui lui incombent. Donc derrière ces principes généraux, on redéroule depuis le début la procédure de recrutement d'un salarié. Clémence, un certain nombre d'étapes, certaines sont quand même assez nécessaires. Oui, donc on a essayé de résumer en 8 étapes nécessaires pour accueillir son employé. Donc la première, c'est l'établissement d'une fiche de poste qui doit décrire l'emploi occupé, les différentes missions. Ensuite, ça va être choisir les modalités du contrat de travail. Alors c'est vrai que souvent on voit ça après l'établissement de la fiche de poste et les recrutements, mais c'est quand même bien de le faire en amont, puisque sur la base du contrat de travail, déjà, si l'employé est cadre ou non cadre, ça va conditionner le salaire, la période d'essai, la durée de préavis, le temps de travail. Et puis il y a d'autres modalités, type le choix des conventions ou le choix d'appliquer le droit du travail simple, qui vont aussi différer et conditionner non seulement le salaire, mais comment l'employé va travailler. Ah ben, de toute façon, alors, avant même d'en arriver, alors là c'est dans l'hypothèse où vous avez, on va dire, déjà identifié le candidat, enfin, ou en tout cas, parce que moi, je voulais attirer votre attention pour rebondir sur sur les promesses d'embauche. Vous pouvez vous être confronté à la problématique suivante, c'est-à-dire que vous avez identifié un candidat pour le poste et le candidat vous dit, oui, mais moi, je suis déjà en poste actuellement en CDI, hein, ailleurs. Et donc, moi, pour démissionner de mon poste actuel et pouvoir être salarié d'un CPTS, eh bien, je souhaite une promesse d'embauche. J'attire votre attention. Alors, bon, là, ça mériterait tout un argumentaire juridique, mais promesse d'embauche, dites-vous que dans votre esprit, c'est très engageant parce que dans la promesse d'embauche, qu'est-ce que vous faites? Vous indiquez au candidat que le CPTS eh bien, s'engage à le recruter à tel poste, telle rémunération, telle durée du travail, tel lieu du travail, voire télétravail, voire véhicule de fonction. Bref,
vous faites une sorte de cartographie du futur contrat de travail. Et si le salarié reçoit ça, ben en fait, vous êtes déjà engagé dans une relation de travail. Et pourquoi j'attire votre attention, c'est que j'ai déjà été confrontée à des employeurs qui me disent en cours de route, ah ben j'ai changé d'avis, finalement j'ai trouvé un autre candidat qui conviendrait mieux et donc je veux plus embaucher la personne à qui j'ai adressé la promesse d'embauche. Attention, ça peut entraîner des conséquences juridiques importantes pour le CPTS. Donc, tout ça pour vous dire que le conseil qu'on peut vous donner, c'est ne faites pas de promesse d'embauche si on ne vous la demande pas, si c'est vraiment pas essentiel dans l'embauche du candidat. Donc, tout à fait. Donc, essayez d'anticiper le plus possible, en fait, en amont de l'embauche. Essayez de vous rapprocher assez rapidement de l'expert comptable qui vous accompagne sur le volet social ou autre pour justement bien comprendre les différentes modalités possibles, fixer la rémunération en fonction, parce que, en effet, si vous appliquez une convention collective, vous pouvez pas appliquer la rémunération que vous voulez. Donc, il faut être très prudent là-dessus. Et puis, c'est aussi la personne qui va vous accompagner sur le choix d'une mutuelle complémentaire, puisque c'est obligatoire, en tout cas de le proposer aux employés, et éventuellement une prévoyance pour tout ce qui est cadre. Donc, et après, la partie rédaction de l'offre d'emploi, donc généralement, ça se passe assez bien. Et puis nous, les chargés de mission, on vous accompagne aussi dessus. Donc, réaliser les entretiens d'embauche, on vous a mis à disposition une grille type pour l'embauche des coordinateurs, en tout cas. Donc, n'hésitez pas aussi à vous y référer. Et puis après, sur toutes les modalités administratives, une fois que le candidat est choisi, donc déclaration préalable à l'embauche, contrat de travail à signer, visite médicale, etc., il faut aussi que vous soyez accompagné. Évidemment que on ne sait pas ça quand en tant que libéral, on n'a jamais eu d'employé, donc ça ne s'invente pas. Et les personnes qui vous accompagnent sont là pour ça. Faites très attention sur le choix de l'expert comptable qui vous accompagne sur le volet social pour justement essayer de vous décharger un maximum sur cette partie-là et être accompagné au mieux. Il faut que les discussions soient fluides et si vous avez des doutes, il ne faut pas hésiter à en changer. Et puis après, la dernière étape, c'est l'accueil et le suivi de votre employé, comme on l'a évoqué précédemment. Alors, avant de passer à la suite, juste une question qui a été posée sur le document d'évaluation des risques professionnels, la DUERP. Doit-il être réalisé uniquement dans le cadre du télétravail, hein, si je comprends bien la question non, 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 non. Le télétravail est un facteur de risque, ce que vous disiez, maître, mais effectivement, ce document unique d'évaluation des risques professionnels doit être fait dès lors qu'on a un salarié. Peut-être qu'il aboutit à la conclusion qu'il y a zéro risque, mais en tout cas, voilà, on s'est posé la question, une fois de plus, comme on l'évoquait, c'est avant tout une démarche préventive de la part du législateur en prévoyant cet élément, de se dire, on se pose la question de savoir s'il y a des risques professionnels, lesquels, donc il y a tout un tas de questions qui sont posées et qui permettent de qualifier, et s'il y a des risques, quelles sont les mesures qu'on peut mettre en place pour y parer. Voilà, donc c'est pas uniquement dans le cadre du télétravail. Ce que disait Maître Baller, c'est que on peut croire que dans le télétravail, on évacue les risques, on passe à patate chaude. Voilà. Et alors une autre question, toujours sur ce sujet, le DUERP, le document donc unique, est bien différent du registre du personnel. Oui, le registre du personnel, c'est donc un document que vous pouvez avoir soit papier, soit numérique, qui recense le personnel que vous recrutez, c'est-à-dire il doit être toujours à jour. Vous avez une inspection demain, il doit être à jour. Quelqu'un que vous avez embauché ce matin, il doit figurer dans le registre du personnel. Quelqu'un qui est parti, qui a démissionné ou pour qui il y ait une procédure de rupture amiable ou de licenciement doit figurer avec ses dates de sortie, etc. C'est un cahier. Exactement. Et je rajouterai même, puisqu'on oublie de le faire, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, de mentionner y compris les stagiaires. Absolument. Alternants, stagiaires font Voilà. partie du personnel Voilà. qui doit être dans Donc, le registre du personnel. Et vous allez me dire, même le stagiaire de troisième, oui, s'il y a une convention de stage. De toute façon, on reviendra à la fin sur l'ensemble des documents nécessaires et obligatoires. On vous a résumé tout ça.
Alors, peut se poser la question, une fois de plus, dans ce cadre du droit du travail, des conventions collectives qui sont applicables, et ça fait souvent partie des questions que vous posez au moment où vous allez en tout cas embaucher votre premier salarié. Il n'y a pas de convention collective CPTS aujourd'hui qui existe. La FCPTS milite en ce sens, hein, et avec, voilà, bien sûr, nous tous derrière. Donc aujourd'hui, soit on applique le droit du travail, soit on applique effectivement une autre convention collective, hein, maître. Absolument. Parce que, encore une fois, pour rebondir sur ce que vient de dire Emmanuel, c'est que les CPTS n'ont pas de convention collective aujourd'hui qui correspond. Il en existe plus de 500, hein, pour tout vous dire. Peut-être il y en a qui connaissent, bâtiments, etc. Là, en l'occurrence, l'activité des CPTS n'a pas été aujourd'hui recensée clairement dans une des conventions collectives qui existent déjà. Donc, partant de là, il y a deux hypothèses. La première, et c'est celle qui est incontestable sur un plan juridique, c'est qu'à défaut de convention collective dont relèverait un CPTS, eh bien, vous appliquez le Code du travail. Donc, le Code du travail, c'est un minimum, c'est le minimum syndical, hein, comme un SMIC en fait, mais il est vrai que pour un salarié, eh bien, c'est un peu moins favorable, hein, parce que les conventions collectives sont là pour améliorer finalement, eh bien, le socle social dont peuvent bénéficier les salariés qui relèvent de la convention collective. Mais au jour d'aujourd'hui, donc ça veut dire que soit vous appliquez le Code du travail, soit vous faites le choix volontairement, en fait, de vous raccrocher à une convention collective qui existe déjà. Et en tout cas, c'est ce que vous avez pu recenser là depuis la création des CPTS. C'est ce que vous avez pu constater à travers un certain nombre de conventions collectives, mais le constat est que tout le monde ne relève pas de la même convention collective. Voilà, donc principalement la convention collective ELIS-FA, hein, des acteurs du lien social et familial, celle de la FEAP, celle des cabinets médicaux, la convention collective nationale 51, la 66, celle des bureaux d'études dites Syntec. Enfin, voilà, il y a un certain nombre qui ont pu être activés. Attention, alors l'intérêt aussi, mais vous disiez assurer un cadre plus protecteur pour le salarié, mais une convention collective aussi est adaptée au métier, au contexte, à l'activité. Si on a la métallurgie, l'agriculture ou la grande distribution, il n'y a pas les mêmes clauses, c'est parce que ce n'est pas non plus les mêmes activités, etc. Typiquement, aujourd'hui, appliquer le code du droit du travail dans une CPTS n'est pas toujours très propice parce qu'une fois de plus, réunion avec des libéraux le soir, donc question de gestion des horaires. Le cadre du forfait jour semble plus adapté pour faire face à ce genre de situation, mais il y a aussi ses propres contraintes et points de vigilance. Là aussi, on en reparlera. Mais voilà, et donc le Code du travail ne permet pas le fonctionnement en forfait jour. Il faut avoir recours à une convention collective. C'est pour ça que généralement, il y en a une qui est activée, laquelle il faut prendre. Attention, prendre des conventions collectives comme la 51-66 qui sont très, très favorables aux salariés, tant mieux pour le coordonnateur de CPTS ou ses collègues. Mais attention, à un moment donné, ça peut être pervers parce que ça joue sur la masse salariale. Et donc, à un moment donné, si c'est trop favorable, ce qu'on peut voir, c'est que on va pas embaucher ou moins. Et donc, c'est la charge de travail qui va se retrouver reportée sur le personnel existant. Attention. Donc, au faux bon calcul par rapport à tout ça. La dernière alternative, c'est l'accord d'entreprise. C'est en fait de se travailler sa convention collective à l'échelle de sa structure, de sa propre CPTS. Mais là, voilà, ça nécessite un accompagnement dédié pour faire ça. Alors oui, tout à fait. C'est-à-dire que, et c'est l'une des questions que vous posez, en tout cas sur laquelle je vais rebondir, c'est qu'effectivement, vous pouvez faire le choix, et de toute façon, vous n'avez pas le choix, j'ai envie de dire, même d'appliquer directement le Code du travail, mais ce Code du travail peut être complété par des accords maison. C'est ce qu'on appelle des accords d'entreprise. Mais là, je vous invite à vous faire accompagner parce que là aussi, d'expérience, ça peut paraître simple, hein, de conclure un accord d'entreprise, mais s'il est mal rédigé, eh bien, des fois, après, on peut se heurter à comment on l'applique ou des mauvaises interprétations. Donc, vraiment, je peux que vous inviter à vous faire accompagner. Il y a diverses institutions qui peuvent vous accompagner pour la rédaction d'un accord d'entreprise. Et pour répondre à la question, est-ce qu'il faut un accord
accord d'entreprise pour le forfait en jour? Oui, c'est-à-dire que le Code du travail ne peut pas être la base qui justifie aujourd'hui de prévoir un forfait en jour pour un salarié. C'est-à-dire que si vous dites dans le contrat de travail, vous relevez du Code du travail et donc pour cette raison, je vous soumets un forfait en jour, juridiquement, c'est faux. Pour pouvoir mettre un salarié à un forfait en jour, il faut que la CPTS soit relève d'une convention collective qui elle-même autorise, selon certaines conditions, le recours au forfait en jour. Ou alors, si vous n'avez pas de convention collective ou que la convention collective ne prévoit pas le recours au forfait en jour, vous pouvez conclure ce qu'on appelle les accords maison, donc un accord d'entreprise qui viendra réglementer le forfait en jour. Ouais, quand on dit être accompagné pour rédiger un accord d'entreprise, un peu clairement, quoi. Moi, je dis en tout cas à titre personnel, c'est pas un expert comptable. C'est soit des organismes effectivement qui sont dédiés là-dessus en termes d'appui, conseil, soit un avocat, voilà, qui est spécialiste. Je veux dire, la façon dont on a formulé ça, là encore, j'ai je trouve mille vertus aux experts comptables, mais dans leur sphère de métier, établir des bulletins de paie peut faire partie là aussi de la compétence, mais on y revient dans un instant. Attention aussi à savoir si elle est internalisée, externalisée, etc. Mais là-dessus, pour rédiger même parfois un contrat de travail, hein, avoir recours à la bonne expertise est nécessaire, comme quand dans le soin, je vais recourir à la bonne expertise de la sage-femme, de l'infirmière, du médecin, du podologue, etc., du chirurgien dentiste. C'est pareil. Ne confondez pas tout avec en ayant peut-être la facilité de dire, oh, ben, j'ai un expert comptable, il me dit que c'est bon. Voilà, non, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus approprié. On continue, Clémence, sur les autres. Alors, quelques questions un peu diverses qui ont été posées sur le recrutement. La première, c'est dans le cas où le salarié a un autre employeur, puisque ça arrive qu'on ait des coordinateurs qui soient là à mi-temps. Est-ce qu'il faut quand même effectuer la visite médicale? Alors, le principe, hein, d'une manière générale, que je sois salarié employeur avec un seul employeur ou que j'ai plusieurs employeurs, le principe, c'est que je dois passer une visite médicale dans les 3 mois qui suivent l'embauche. Ça, c'est le grand principe. Mais en droit, d'une manière générale, vous avez toujours le principe et puis de multiples exceptions. Donc, le conseil que je peux vous donner, puisque c'est un peu aussi le propos de ce matin, c'est la première chose, c'est déjà adhérer à un service de santé au travail interentreprise, les fameux SSTI. Vous côtoierez, je pense, vos confrères. Eux connaissent bien les règles de visite médicale des salariés à ce sujet. Mais c'est vrai que le principe, c'est qu'un salarié nouvellement embauché doit passer une visite médicale dans les 3 mois qui suivent son embauche. Après, il y a eu un décret qui est mentionné là dans le PowerPoint qui prévoit l'hypothèse où un salarié a plusieurs employeurs. Est-ce que chaque employeur doit soumettre le salarié à une visite médicale à l'embauche? Alors là, on a eu une réforme pour éviter, puisque vous devez le savoir peut-être, mais les SSTI sont débordés et on manque de médecins du travail. Donc, pour un peu soulager la charge de travail des SSTI, il est prévu que si le salarié a déjà passé une visite médicale pour le principal employeur, qu'est-ce qu'on appelle principal employeur? C'est celui pour lequel le contrat de travail est le plus ancien. Eh bien, il peut être éventuellement dispensé d'avoir à passer une visite médicale au titre du second employeur, mais ça va dépendre de certaines conditions, notamment au titre du poste occupé par le salarié. Je m'explique. Peut-être est-il coordinateur au sein d'une CPTS, mais peut-être est-il, je ne sais pas, le soir, gardien dans un magasin, Donc, si vous voulez, les conditions de travail ne seront pas les mêmes. C'est la raison pour laquelle le SSTI va être à même, normalement, de vous indiquer s'il doit passer 1 ou 2 visites, quand bien même il est face à un multi-employeur. Donc, le conseil qu'on peut vous donner, c'est informer le SSTI que le salarié a plusieurs employeurs et qu'il vous indique en conséquence qu'est-ce que vous devez faire, est-ce qu'il doit passer ou pas la visite médicale d'embauche. Ouais, effectivement, si on a un coordonnateur de CPTS qui est partagé entre 2 CPTS, par exemple, a priori, il n'y aura pas besoin de cette deuxième visite médicale, mais faites-vous le préciser avec un écrit, parce que comme ça, vous ne serez pas reprochable si demain il y avait un souci. Ça fait le lien aussi avec un salarié à temps partiel, parce que si j'ai plusieurs employeurs, du coup, je suis à temps partiel. Tout à fait.
Donc, Et avec pas mal de CPTS qui au début embauchent à temps partiel parce que contraintes au niveau financier. Donc, est-ce que c'est possible d'employer un salarié à moins de 24 heures par semaine? Alors, c'est possible, mais il y a des dérogations. Comme c'est mentionné, en fait, c'est possible si le salarié lui-même vous fait la demande de travailler moins de 24 heures par semaine pour faire face à des contraintes personnelles ou de cumuler plusieurs activités, voire même, je vous le dis, pour poursuivre des études. Ça concerne ça les salariés de moins de 26 ans. Mais ça, c'est le code du travail. Et on en revient à ce qu'on disait il y a quelques instants, éventuellement sur ce que peut prévoir une convention collective que vous auriez choisi d'appliquer dans votre structure, parce que là, la convention collective peut prévoir des règles différentes en matière de temps partiel. Donc ça, l'histoire du moins de 24 heures, oui, si c'est le code du travail, mais warning, si vous appliquez une convention collective, auquel cas il faut se reporter à ce qu'elle prévoit. Et l'autre warning dont on voulait vous parler, ça c'est quelque chose qu'on constate fréquemment sur les salariés à temps partiel. Qui dit salarié à temps partiel dit qu'il doit travailler en principe moins de 35 heures par semaine. Donc soyez extrêmement vigilants, c'est-à-dire qu'un salarié à temps partiel, même s'il fait ce que vous pourriez penser des heures complémentaires, c'est-à-dire plus que son minimum, il ne doit jamais atteindre 35 heures par semaine. Sinon, vous vous exposez à un risque de requalification de contrat de travail à temps complet. voilà, si bien sûr le contrat est en heure, si le contrat est en jour, vous précisiez, maître, que dans ces cas-là, il n'y a pas de forfait jour à temps partiel, c'est ce qu'on appelle un forfait jour réduit. Donc attention Absolument. à la façon dont on formule aussi ça dans un contrat de travail. Absolument, c'est-à-dire que souvent, peut-être vous le voyez dans vos structures, le salarié est à 218 jours de forfait annuel et vous pouvez pour diverses raisons avoir convenu avec le salarié, par exemple, qu'il est à 180 jours par an ou 200. Là, c'est libre aux parties de déterminer le nombre de jours. Dans ce cas-là, eh bien, on ne parle pas de salarié à temps partiel, on parle de forfait jour réduit. Alors, on joue sur les mots, certes, mais qui ont son importance, puisque le régime juridique du temps partiel dans ce cadre-là ne s'applique pas. Très bien, merci beaucoup. Et une autre question qu'on peut avoir souvent dans les cas où les CPTS ont envie de se dédouaner de ses obligations employeurs, c'est vrai qu'on voit souvent sur le terrain des coordinateurs qui sont en auto-entreprise. Sous quelles conditions et est-ce qu'il y a un risque si l'auto-entrepreneur n'a qu'un seul client qui est la CPTS? Alors, on m'a expliqué effectivement le contexte dans lequel vous vous retrouvez dans cette configuration de cumuler finalement, de recruter un coordinateur sous statut auto-entrepreneur. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas salarié du CPTS, donc pas de contrat de travail. Donc, vous pouvez vous dire, je suis à l'abri de toutes les contraintes et les obligations que l'on a pu dont on a commencé à vous parler en propos introductifs. Alors, pour autant, il faut avoir conscience que quand bien même vous considérez ça comme étant une situation d'auto-entrepreneur, si dans les faits, il y a un certain nombre d'indices qui existent, eh bien, ces indices peuvent permettre, par exemple, de voir reconnaître la situation d'auto-entrepreneur requalifiée en contrat de travail. Et ça peut même aller, par exemple, en cas de contrôle URSSAF, en un risque de condamnation pour travail dissimulé. Alors, évidemment, là, je vois rouge, je dois vous faire peur, mais ça, c'est une réalité. Je peux vous dire que le statut d'auto-entrepreneur s'est énormément développé post-Covid et que j'ai beaucoup de clients qui ont recours comme ça pour des missions ponctuelles. Sauf que là, de ce que je crois comprendre dans les CPTS, ce n'est pas des missions ponctuelles qui sont attribuées aux auto-entrepreneurs. Et là, vous prenez des risques. Je vous donne quelques exemples jurisprudentiels qui permettent de voir reconnaître, en tout cas des indices qui peuvent mettre la puce à l'oreille, de voir reconnaître un contrat de travail. C'est par exemple le fait qu'il travaille que pour le CPTS, qu'il n'a pas sa propre clientèle, entre guillemets, si c'est sous forme commerciale. Il utilise le logo du CPTS, le matériel du CPTS, il fait partie de l'organigramme. Il travaille pour des horaires imposés, il travaille dans les locaux du CPTS, il pose des congés payés validés par le CPTS. Donc, vous voyez, effectivement, il y a une notion d'exclusivité déjà, de dépendance économique, plus après
tout le contexte dans lequel intervient la relation entre le coordinateur et le CPTS qui peut, le cas échéant, être amené à requalifier ça en contrat de travail. Oui, donc, une fois de plus, pour le démarrage souvent d'une CPTS qui n'a pas encore ses ACI et qui, voilà, pour l'élaboration du projet de santé avec sur les fonds FIR, on a souvent milité, notamment auprès de l'ARS Assurance Maladie, hein, pour soutenir la démarche et pouvoir recruter effectivement un coordonnateur en auto-entreprise, puisque là, il est en temps réduit sur une mission précise qui est celle de venir élaborer le projet de santé et viser avec l'objectif de viser sa validation et la négociation ACI. Donc, on est dans un cadre qui peut parfois prêter peut-être à risque juridique, mais qui tient la route. Être ensuite dans une activité permanente de coordonnateur, même si c'est du temps partiel, etc., en auto-entreprise, là, vous courez un risque phénoménal, qu'on soit clair, parce que là, c'est pas uniquement la notion d'avoir un ou plusieurs clients. Voilà, c'est pas parce que j'ai plusieurs clients, d'ailleurs, je suis coordonnateur d'une CPTS, je suis coordonnateur d'une MSP, et donc j'ai plusieurs clients, donc je suis bien auto-entrepreneur. Non, les différentes conditions d'exécution justement de la relation contractuelle, des modalités effectivement de la mission font que ça peut être totalement requalifié. Et là, effectivement, le risque, il est patent pour l'auto-entrepreneur, quoique quand même, il peut retrouver quelques impacts, mais c'est surtout pour la requalification avec je veux dire, un passif à récupérer, notamment vis-à-vis de cotisations URSSAF, etc., et puis donc des requalifications qui peuvent toucher le pénal aussi, etc. Voire même un risque pénal, puisque le travail dissimulé, c'était aussi Oui, c'est ça. un délit pénal, au-delà du risque financier de rappel de cotisation, qui sont à minima 6 mois de salaire, hein, d'ailleurs, en matière de travail dissimulé. Mais c'est surtout aussi, ce qui se passe, c'est que le contrôleur URSSAF transfère son PV de travail dissimulé au procureur de la République. Et le procureur de la République peut décider de poursuivre l'employeur à ce sujet. Donc voilà, donc si vous êtes dans ces situations-là, il faut se réinterroger très rapidement parce que c'est pas forcément l'idéal, ni pour l'un ni pour l'autre, une fois de plus dans la durée. D'où le sujet, une fois de plus, de l'accompagnement. On insiste depuis le début là-dessus. Donc, bien sûr, les compétences d'un cabinet d'expertise comptable qui a un service de gestion sociale. Parce que là encore, le droit social, les règles de cotisation salariale patronale évoluent en permanence. Et donc, c'est assurer, avoir vraiment des gens qui font que ça, assurent cette compétence, assurent ce suivi, etc. Et il faut d'ailleurs poser la question à votre expert comptable, est-ce qu'il le fait une compétence interne qu'il fait en direct? Est-ce qu'elle est sous-traitée? Permet aussi de qualifier. C'est pas parce qu'elle est sous-traitée qu'elle est de moins bonne qualité. C'est juste que vous soyez informé. Et d'ailleurs, un des critères, ça peut être de dire le cabinet d'expertise comptable, justement, a recours à un cabinet, un partenaire, cabinet d'avocats, pour toute la partie sociale qui va être l'élaboration de contrats de travail, pas pour les bulletins de paye, etc., mais toute l'élaboration du contrat de travail, les autres modalités, la gestion d'un conflit, si le moment venu, il y en a un, etc. Donc voilà, il faut que vous qualifiez bien quel type d'accompagnement vous avez. C'est pas juste une fois de plus, je passe à patate chaude à un expert comptable. C'est souvent trop facile et dans la durée, ça va pas marcher. Après, effectivement, nous recommandons, parce que c'était aussi une demande de bon nombre de CPTS, bon, après le temps que ça se mette en place, mais le passage par un groupement d'employeurs. Donc, il y a un groupement d'employeurs qui a été créé sur 9 régions, hein, qui est à vocation avant tout de pouvoir être au service des structures libérales, cabinets médicaux, MSP et autres professions, il est toute profession, mais aussi bien évidemment pour les CPTS, qui peut donc voilà, être une offre modulaire avec un service d'aide à l'embauche ou le portage du contrat. Là, l'intérêt, comment ça se passe, c'est que le coordonnateur ou autre salarié de la CPTS sont en fait embauchés par le groupement d'employeurs. Il n'a qu'un seul employeur qui garantit justement tout ce cadre. Il y a une convention collective, en l'occurrence là, convention collective par défaut qui est celle des cabinets médicaux, mais
avec possibilité, dans le cadre justement de l'accord du groupement d'employeurs, de pouvoir appliquer aussi d'autres modalités, notamment en cas de reprise du personnel, hein, parce que peut être logique je reprends un contrat de travail, je transfère finalement le contrat de travail qui existe déjà, et ben, vous vous occupez de rien, vous avez une facture qui vous arrive une fois par mois, vous avez quand même à vous préoccuper de faire un entretien, vous avez quand même quelques obligations, mais là, vous êtes une fois de plus accompagné par le groupement d'employeurs, c'est ça l'intérêt. Là, toujours pareil, oui, ça a un coût hein, bon, qui est plafonné, parce qu'il y a un pourcentage, mais il est plafonné en fonction du type de profil, mais le maximum étant à 3 000 € par an, donc ça a un coût plus élevé que celui d'un expert comptable, mais là, on vous remet aussi un tableau comparatif en disant, OK, souvent, l'expert comptable va vous prendre un coût assez modique, mais dedans n'est compris que l'établissement du bulletin de paye. Mais dès qu'il va s'agir de faire un contrat, de faire un avenant, de gérer d'autres éléments, eh ben, ça va être de la facturation complémentaire parce qu'il va y passer du temps, il va peut-être recourir à une expertise complémentaire, etc. Voilà, donc effectivement, avec le groupement d'employeurs, c'est plus élevé, mais tout est inclus puisque c'est le groupement d'employeurs qui gère l'intégralité de la relation contractuelle avec le salarié qui vous est mis à disposition à temps plein, à temps partiel. Là aussi, en cas de multiples employeurs, ça peut être une solution qui facilite les choses. Mais on poursuit dans cette logique aussi, une fois de plus, on a beaucoup parlé de la relation contractuelle, de toutes les obligations, etc. La dimension de suivre le salarié, c'est quand même assez essentiel. De manière assez pratique, comment on suit l'employé en fait au quotidien. On a essayé de vous résumer ça. Donc en effet, il y a le suivi de la paie, généralement avec le trésorier et l'expert comptable, le suivi des congés, suivi mutuel et prévoyance parce qu'il peut y avoir des évolutions ou des changements de contrat. Le suivi du matériel, c'est hyper important, c'est pas toujours fait, mais en effet, si vous avez un employé qui part, bah, il faut pouvoir qu'il vous restitue le matériel et du coup qu'il y ait une traçabilité. Tout ce qui est suivi des indemnités kilométriques est généralement aussi fait avec le trésorier. Les indemnités de télétravail, on y reviendra juste après. La mise en place ou non des tickets restaurants, pareil, on va faire juste après un point là-dessus. Le suivi donc de la formation qui est obligatoire et puis les entretiens annuels qu'on a évoqués précédemment. Pour éviter de s'épuiser aussi au sein du bureau, on vous recommande de vous répartir les tâches. Donc, soit on a vu des CPTS où il y avait quelqu'un qui était dédié à tout le volet RH, ou alors, voilà, le trésorier peut s'occuper de la gestion des paies et des indemnités et un autre membre sur le suivi du congé, du matériel, de la formation. Voilà, il n'y a pas de modèle type, mais en tout cas, il faut que tout ça se soit fait. Sur la partie, quand même, quelques obligations dont on n'a pas parlé, hein, comme la contribution aux frais de transport du salarié. Alors oui, en effet, si le salarié est amené à travailler en présentiel, l'employeur doit prendre en charge 50% de l'abonnement de transport. Ça, c'est factuel. À moins de lui fournir un véhicule. Ou un véhicule de fonction. Voilà, un véhicule de fonction, etc. Mais voilà. Alors justement, sur les indemnités de télétravail, est-ce qu'elles sont obligatoires? Est-ce qu'on doit les verser aux salariés? Alors, ça, c'est un vrai débat aujourd'hui un peu juridique, c'est-à-dire que le télétravail a fait l'objet de multiples réformes, et vous pouvez vous en douter, même avant le Covid. Et aujourd'hui, dans le Code du travail, vous ne retrouverez pas l'obligation de verser des indemnités de télétravail. Mais une fois qu'on a dit ça, pour autant, est-ce que l'employeur est exonéré de tout type d'indemnité? Alors, là, la première chose à faire, c'est déjà de se référer à l'éventuelle convention collective, vous voyez, on y revient, dont pourrait relever ou que vous avez choisi d'appliquer. Certaines conventions collectives prévoient notamment toute une réglementation sur le télétravail et éventuellement le versement d'une indemnité au profit du salarié. Si rien n'est prévu, moi j'ai constaté au sein de la première chose à faire, c'est d'établir une charte sur le télétravail. Et à l'occasion de cette charte, vous devez traiter la question des indemnités. Qu'est-ce que j'ai constaté? Il y a deux, on va dire, il y a deux tendances. La première, c'est de dire que si le salarié choisit de faire du télétravail alors que l'employeur lui propose un lieu pour travailler, eh bien, dans ce cas-là, on ne lui verse pas d'indemnité.
Au contraire, si c'est l'employeur que ça arrange que le salarié soit en télétravail, et je l'ai vu aussi chez des clients, ce qui a permis de faire des économies en termes de lieu de travail, eh bien là, l'employeur verse une indemnité qui aujourd'hui est plutôt, on va dire, couramment versée. Soyons clairs, moi en tout cas chez mes clients, je constate quand même une grosse tendance, une majorité à verser une indemnité, notamment. Et ça peut s'entendre du fait de l'augmentation du coût de l'électricité aussi. Donc, souvent, il y a quand même une indemnité qui est versée. Mais une fois que ceci a été rappelé, vraiment, déjà, prévoir une charte, c'est super important, surtout si de plus en plus vous recrutez, pour bien déterminer les conditions de passage en télétravail, la réversibilité, c'est-à-dire si vous souhaitez mettre un terme au télétravail, comment ça se passe. Et puis de traiter de ce versement d'indemnité de télétravail qui aujourd'hui, pour lesquels aujourd'hui l'URSSAF fixe des plafonds qui sont mentionnés là dans le support que vous trouverez. Donc souvent mes clients respectent ce plafond. On va être très clair, ils se reportent à ce que prévoit l'URSSAF puisque c'est un moyen eh bien d'être exonéré de cotisations à hauteur de ces montants. Autre question qu'on a aussi de temps en temps, qui concerne les titres restaurants, est-ce qu'ils sont obligatoires? Alors, les titres restaurants ne sont absolument pas obligatoires en tant que tels. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je vous déconseille de les mentionner dans les contrats de travail. C'est pas une obligation, mais moi, je vous conseille, ça, c'est vraiment de la liberté du président de l'association de décider de donner ou pas des tickets restaurants. Alors après, ce qu'il faut simplement rappeler, c'est que c'est pas 365 jours égale 365 tickets restaurants. C'est uniquement les salariés qui souhaitent manger sur leur lieu de travail et uniquement pour les jours travaillés. Donc, quand je suis en congé ou quand je suis en arrêt maladie ou en congé maternité, dans ces hypothèses-là, je n'ai pas droit au ticket restaurant. Par contre, une question qui m'est fréquemment posée par les chefs d'entreprise, c'est j'ai des salariés qui refusent les tickets restaurants puisque il peut y avoir une contribution de la part du salarié. Dans ce cas-là, le salarié dit oui, mais comme je renonce au ticket restaurant, moi je veux en contrepartie bien la partie qui est versée par l'employeur pour contribuer au ticket restaurant. Donc là, ça ne marche pas. Soit il accepte et il a droit à sa part de titre restaurant, une partie subventionnée par l'employeur, l'autre par le salarié, soit il y renonce purement et simplement sans contrepartie financière pour le salarié. Et pour éviter tout débat à ce sujet, je vous invite à faire un formulaire par lequel le salarié dit « je renonce » et en contrepartie, je n'aurai droit à rien de plus. Voilà. Alors, des questions qui arrivent en parallèle et on les prend. Auriez-vous un modèle de charte de télétravail par rapport à ce qu'on évoquait précédemment? Je crois qu'il n'y en a pas chez Agorist. Alors, à ce jour, on n'en a pas fait, mais ça peut être quelque chose qui peut être travaillé, Martina, en effet, avec le chargé de mission ou des chargés de mission, si c'est un besoin qui est ressenti, et puis qu'on puisse mettre à disposition d'autres CPTS. Un modèle type, toujours pareil, à adapter en fonction des particularités, mais travailler avec les avocats justement qui accompagnent Agora Libre pour de pouvoir justement proposer ça. Ça fait partie des logiques de mutualisation des outils d'Agora Libre. Si je suis en télétravail à 100%, pas le droit, est-ce que j'ai droit ou pas à des tickets restaurants? Alors ça fait encore l'objet d'un débat jurisprudentiel post-Covid en l'occurrence. Donc là-dessus, c'est pas encore véritablement tranché parce que d'un côté, on vous dit qu'un salarié qui est en télétravail, il doit être soumis aux mêmes conditions qu'un salarié qui travaille dans les locaux de l'entreprise. De l'autre, eh bien, c'est de considérer que quand même il est chez lui et que donc il n'est pas soumis tout à fait aux mêmes conditions. Donc, il n'aurait pas droit au ticket restaurant. Donc, il est vrai que là-dessus, il y a différentes pratiques pour répondre à votre question et que ce n'est pas véritablement tranché, même si l'URSSAF, mais ça reste que l'URSSAF, considère que les gens en télétravail devraient bénéficier des tickets restaurants, mais ce n'est que la position de l'URSSAF. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tout cas, si on distribue des tickets restaurants à des salariés qui sont en partie ou totalement en télétravail, on n'est pas reprochable, c'est-à-dire que l'URSSAF ne va pas requalifier ça, vu son salaire déguisé à date, ce que vous dites. Ouais. C'est considéré comme... mais voilà, mais si vous ne le faites pas pour l'instant,
vous n'êtes pas forcément reprochable non plus, puisque la jurisprudence n'a pas tranché. Donc, on va dire les deux sont, Oui, les sont deux thèses possibles aujourd'hui, tout à fait. aujourd'hui. Mais après, voilà, dans une logique de fournir, en fait, les titres restaurants, c'est quoi? C'est un avantage social. C'est pour ça que vous disiez, ça n'a pas forcément à figurer dans le cadre du contrat de travail, parce que c'est plutôt au travers de soit d'accords d'entreprise, de conventions collectives ou de déclarations, de décisions unilatérales de l'employeur, ce qu'on appelle Tout à des fait. DIE, que effectivement ces avantages sociaux peuvent être mis en place et retirés ou modifiés régulièrement. Voilà, et donc, qui dit avantage social, une fois plus, tant que l'URSSAF ne le requalifie pas en salaire déguisé pour prendre des charges dessus, Ah oui, non, c'est un élément de ça sera fidélisation. pas sur ce. Alors, tout à fait. Là, clairement, les titres restaurants sont de plus en plus utilisés. Je vous rejoins totalement, puisque en plus, vous l'avez entendu dans l'actualité ces derniers jours, ça permet aujourd'hui, ils continuent d'autoriser de s'en servir dans la grande distribution. Donc ça, c'est un avantage social aujourd'hui qui marche très, très bien. Maintenant, la question est de savoir à qui j'en donne et à hauteur de combien. Et là, c'est un débat à avoir. Donc, pour ce suivi des salariés, il y a pas mal de documents qui sont nécessaires à mettre, voilà, et il faut pas les oublier. Donc, il y a les documents d'abord pour bien recenser l'identité des salariés. Ça peut paraître basique, mais Oui. Et l'expérience que j'ai eue récemment chez un client, même si je présume que vous n'êtes pas tout à fait soumis à cette hypothèse, mais par exemple sur la pièce d'identité du salarié, alors il y a de nombreux documents, hein. Il y a évidemment la pièce d'identité, les coordonnées téléphoniques, postales, l'attestation de sécurité sociale, personne à contacter en cas d'urgence, CV, lettre de motivation, contrat de travail signé. C'est hyper important, la notion de contrat de travail signé. Très souvent, on voit chez les clients, chez les chefs d'entreprise, oui, j'ai tout signé, mais pas de souci. Sauf qu'un CDD qui n'est pas signé, c'est un risque de requalification en CDI. Il faut impérativement que vous ayez systématiquement la version signée dans vos papiers. Pourquoi je vous disais d'être vigilant, notamment sur la pièce d'identité, ne jamais prendre une pièce d'identité déjà photocopiée par le salarié. Prenez la pièce d'identité, vérifiez que ça correspond bien à la personne, bien évidemment, et faites vous-même la copie. Pourquoi? Parce que moi, j'ai un de mes clients qui, par rapidité, simplicité, a pris la copie directement faite par le salarié, sauf que ça avait été traficoté et que c'était un sans-papier. Et on s'est fait poursuivre par la police parce que c'était un travail dissimulé et un travail illégal. Donc, vous voyez, c'est des tout petits tips que je vous donne, mais soyez vigilants quand même sur les documents que peut vous remettre un collaborateur. Pensez bien à demander les originaux que vous-même vous photocopiez et que vous rendez les originaux, bien sûr, à son détenteur. Alors après, il y a tous les documents liés à la paye. Je continue. Donc, il y a le RIB, les arrêts maladie, les notes de frais, etc. Moi, parce que je sais que vous faites pas mal de déplacements, je crois que les salariés doivent utiliser peut-être chez vous des véhicules personnels. Le conseil que je peux vous donner, vous ne pouvez pas conserver de photocopie du permis de conduire parce que, alors je crois que vous aviez eu un café à ce sujet, c'est en raison du RGPD, donc là-dessus, attention, de ne pas demander une copie. Par contre, vous pouvez lui demander chaque année qu'il présente le permis, comme quoi c'est bien l'original, mais vous ne pouvez pas le conserver, évidemment, et encore moins en conserver une photocopie. Pareil, n'hésitez pas à lui demander que son véhicule personnel est bien couvert au titre de ses déplacements professionnels et demandez-lui une attestation chaque année pour bien vous couvrir en cas d'éventuel accident lors d'un déplacement avec le dit véhicule. alors là, le salarié peut aussi demander à ce que si son véhicule personnel est utilisé, ce soit l'employeur qui assure le risque déplacement de trajet professionnel. Alors, Dans la négociation. Peut-être, mais moi je l'ai rarement vu pour être honnête. Parce que je suis pas assureur, mais je suis pas convaincue que ça entraîne une grosse Surprime. surprime. À voir peut-être selon le type de véhicule. Là, je vous renvoie peut-être aux assureurs parce que là, j'ai pas la réponse. Mais pour être honnête, je l'ai jamais vu. Mais ça peut arriver, hein. Je dis pas que. Dans les documents liés à la paye, là aussi, sans vouloir mettre de la bureaucratie partout, mais une demande de congé, c'est pas juste peut-être sur un agenda, voilà, Ou en mail.
Alors, un mail encore, on en a une traçabilité, c'est sur l'agenda. Parfois, moi, je vois ce système où, hop, congé, c'était la dernière semaine du mois de février, hop, donc c'est validé par un système de type Outlook ou autre. Et puis, ben, derrière, on vient supprimer. Non, il n'y a jamais eu de congé, puisque une fois que c'est passé, voilà. Donc, non, avoir des outils qui permettent de remonter, de tracer tous ces éléments-là, parce qu'effectivement, une demande de congé, elle peut être acceptée, ensuite finalement annulée, hein, il y a toute la souplesse, bien évidemment, mais être en capacité de produire des justificatifs si jamais demain il y avait contestation, si jamais il y avait un accident ce jour-là, Oui. etc. Quoi, voilà, tout ce qui Donc peut. ça peut être un logiciel ou un Excel, hein, Et pas des choses compliquées. Je rebondis sur un arrêt récent, justement, par rapport au congé payé, puisque c'était un salarié qui avait fait une demande de congé. L'employeur lui a jamais répondu. Le salarié a quand même pris les congés aux dates qu'il avait mentionnées dans sa demande et l'employeur lui a reproché d'être parti en congé sans son aval. La jurisprudence vous dit, bah, il a fait une demande, l'employeur n'a pas répondu, c'est tant pis pour lui, ça voulait dire qu'il pouvait partir en congé. Donc, vous voyez les problématiques que ça peut poser. Alors, juste pour finir, je rebondis sur la dernière question. J'imagine que c'est pareil pour l'assurance du domicile en télétravail. Oui, absolument. Et ça fait partie éventuellement des documents que vous pouvez mentionner dans la fameuse charte. Voilà, la checklist des obligations aussi du télétravailleur à l'égard de l'entreprise. Donc, on a évoqué tous les documents liés à l'identité, à la paye, il y a les documents relatifs à la gestion de carrière. Alors, alors là aussi, hein, la liste n'est pas exhaustive, mais il y a le compte-rendu d'entretien annuel, hein. Là aussi, pensez à bien le faire signer aux salariés et de conserver la copie signée. Les demandes de formation, l'aide de démission, de licenciement, documents de procédure de licenciement, le solde de tout compte, attestation Pôle emploi. Bon, ça, généralement, le cabinet comptable, généralement, a les éléments, et vous gardez bien une copie de tous ces éléments-là. Et il y a évidemment, mais ça, on ne va pas y revenir, le fameux document unique d'évaluation des risques que vous devez avoir dans l'entreprise. Et juste une précision complémentaire à ce sujet, c'est pas tout de faire un document unique et de se dire, bah, ça y est, il est fait, je suis débarrassé. Normalement, il y a une mise à jour annuelle de ce document aussi qui doit être faite. Vous disiez, voilà, avoir les documents, notamment les documents de paye, de certificat de travail, etc. Oui, le cabinet comptable là, généralement, mais imaginons que demain je change de cabinet comptable. Moi, en tant qu'employeur, je suis dans l'obligation d'avoir un certain nombre de documents sur la durée aussi, hein, après même la fin de la relation que j'ai. Imaginons d'abord, je change d'expert comptable, mais ma relation contractuelle est toujours en cours, ou même derrière, et typiquement, je dois avoir les bulletins de paye sur la durée. Absolument. Et là, moi, j'ai souvent un problème, et encore pas plus tard qu'hier, où souvent maintenant les bulletins de salaire sont mis sur des clouds. Et donc, les salariés doivent avoir une connexion, des liens, des mots de passe, etc. Ça, c'est tout à fait sur un plan légal, c'est accepté. Sauf que les salariés, certains, sont pas très à l'aise avec ces outils-là. Donc, n'hésitez pas à toujours. Et moi, du coup, j'ai des salariés qui demandent en référé devant les prud'hommes leur bulletin de salaire. Donc, quand bien même vous passez par des formules dématérialisées, malheureusement, j'ai envie de vous dire, gardez toujours une trace au moins du document dans vos dossiers. Voilà, et puis on a parlé donc du registre unique du personnel, on l'avait évoqué tout à l'heure grâce à une question, le document unique d'évaluation des risques professionnels, il y a des questions qui arrivent, on va les prendre. Juste une chose, vous l'avez évoqué rapidement, Maître, mais là l'idée c'est d'avoir des documents à minima papier, voire numériques sur un certain nombre de tous ces sujets d'identité, etc. Ça nécessite que, bien sûr, toutes ces informations fassent l'objet d'une déclaration dans le cadre du RGPD en termes de registre de traitement de données personnelles. Voilà ce que ça vous incombe aussi en tant qu'employeur, hein, parce que ce sont des données personnelles qui sont stockées et qu'est-ce qui justifie qu'on les stocke, sur quelle durée, quel type de données, etc. Et ça, on vous renvoie au café CPTS qui a eu lieu il y a quelques mois sur la notion de RGPD. Et juste, j'ai oublié de vous en parler de ce point-là, mais c'est en lien avec ce qu'on vient de se dire. Tous ces documents-là, la question que vous devez vous poser en tant qu'association, c'est qui a le pouvoir de signer les documents?
Je m'explique. En droit du travail et en droit des associations, les deux sont liés, c'est-à-dire que le juge, en cas de problème, va vérifier qui avait autorité pour signer, par exemple, une lettre de licenciement, pour signer un contrat de travail. Donc, je vous renvoie au statut de chaque association que vous avez constituée et de regarder éventuellement qu'est-ce qu'il a été prévu en la matière, qui a pouvoir pour embaucher, sanctionner, voire même licencier parce que, à défaut, le mauvais signataire peut avoir des conséquences pour l'association. Ouais, généralement, dans un cadre associatif, sauf si les statuts disent autre chose, le président est normalement la personne habilitée pour représenter l'association sous des aspects juridiques et normalement l'employeur par défaut, donc le signataire. Mais Oui. effectivement, il peut y avoir d'autres. Alors, oui, tout à fait, mais je vous donne un exemple auquel j'ai été confrontée. Dans une association, il avait été prévu dans les statuts que pour licencier, certes, le président était le signataire, mais avant de licencier, il fallait consulter le conseil d'administration. Et que là, dans mon cas, ça n'avait pas été fait, le licenciement est jugé injustifié. Voilà. En tout cas, sur la forme, il n'y a pas eu le respect de la procédure, Voilà. donc Voilà, le tout à licenciement fait. peut être cassé. Donc, soyez vigilants là-dessus, de toujours aller avant de regarder qu'est-ce que prévoit vos statuts. Il y avait donc une question registre du personnel et DUERP doivent-ils être obligatoirement en version papier ou des dématérialisation est-elle suffisante? Je sais que pour le registre du personnel, il peut être numérique. Oui, il peut être numérique, mais sur le DUERP, j'ai un doute. Là, ça mériterait d'être vérifié. On va prendre la question et on j'ai un doute. la réponse. Un formulaire spécifique est-il déjà créé pour l'évaluation des risques professionnels des CPTS? Non, là, pareil, on peut avoir une action, une fois de plus, hein, les meilleurs interlocuteurs là-dessus, c'est la médecine du travail, les SSTI, on évoquait, donc on peut avoir une action côté Agoralib avec la médecine du travail. Il n'y a pas de niveau régional de la médecine du travail, mais on a quelques interlocuteurs quand même avec qui on travaille régulièrement pour aborder, voilà, avoir peut-être faire un document, mais là encore, hein, le DUERP est sous forme de questionnaire, il aborde un certain nombre de questions. Donc après, pré-répondre au niveau des CPTS, peut-être donner quelques clés de bonnes pratiques, mais une fois de plus, c'est toujours risqué parce que vous allez vous réfugier derrière ça. Et puis, si vous faites une erreur, ça vous sera reprochable et vous pourrez en plus vous retourner en termes de responsabilité vers Agoralib. Donc, je pense pas Bien que sûr. forcément Donc, nous, le but, c'est de vous donner les clés, mais en effet, il faut que ce soit. Le but, c'est de pas de transposer d'une CPTS à l'autre alors que les risques sont pas forcément les mêmes. Voilà. Exactement. Et attention, pour finir sur ces données personnelles, on vous l'avait mis en rouge, la vie privée du salarié n'a pas figuré, hein, autant son domicile peut faire partie, mais savoir si il est marié célibataire, souvent ça on en a besoin quand même, mais voilà. Pour la mutuelle, oui. Voilà, s'il a des enfants, pareil pour la mutuelle, mais pas plus d'informations, de notes ou autres qui pourraient s'apparenter derrière à de la gestion de discrimination, même s'il n'y a qu'un seul salarié, hein, là-dessus, voilà, ou à disposer d'informations qui n'ont rien à faire, là, pour le coup, c'est de la législation du RGPD que vous n'avez pas à connaître ou à stocker, en tout cas, d'un point de vue sur des informations personnelles. On termine sur les bonnes pratiques. Mais oui, du coup, avec tout ça, donc outre les documents qui ont été cités en termes de bonnes pratiques pour que ça se passe bien avec vos salariés et que ça continue dans une ambiance cordiale et respectueuse de chacun, n'hésitez pas à faire des points réguliers, hein, notamment en fin de période d'essai. C'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé. Essayez aussi d'évaluer la charge de travail. On sait que notamment sur les débuts, il y a une montée en charge du travail, ce qui fait que parfois les CPTS ont tendance à recruter plus de salariés. Mais voilà, donc il faut travailler en bonne intelligence et réussir à mettre en place ces points-là et ces évaluations. Donc mettre en place également des process, hein, on l'a dit, les demandes de congés, le suivi des indemnités, les frais professionnels. C'est un peu contraignant au début, mais une fois qu'on est dedans et que ça a été mis en place, c'est beaucoup plus simple. Réaliser les grilles d'entretien annuelles, on vous en a mis une à disposition, mais voilà, vous pouvez aussi la modifier. Et puis, donc, tout ce qui est procédure aussi de suivi de matériel, de documents ou autres à réaliser.
Et puis, bien évidemment, pour toute question supplémentaire, adresse mail secrétariat@agoralib.org, toutes les documents types, informations que vous retrouvez sur votre espace sécurisé de CPTS sur le site d'Agoralib, cpts-na.org. Je vous informe aussi que voilà, le groupement d'employeurs santé service propose des webinaires gratuits pour les professionnels de santé libéraux et les CPTS sur un certain nombre de questions RH pour aborder aussi vos questions sous forme de questions-réponses. Hein, donc voilà, qui sont des temps d'échange sur cette thématique d'employeur. Donc vous en avez un le 21 mars à 13 h, le 6 juin. 12 septembre, 5 décembre à 13 h. Voilà, des rendez-vous qui sont fixés pour l'année pour avoir des temps d'échange sur ce sujet. Je suis libéral, je suis employeur, parlons-en. Si vous avez des questions, on a le sujet est difficile, hein, Maître Bader, vous le disiez, aborder ça en 1 heure, compliqué. Ça peut nécessiter là aussi qu'on refasse des cafés CPT sur des focus particuliers, hein, c'est ce que vous proposiez si besoin. Voilà, donc n'hésitez pas à remonter vos questions, on est encore là pour échanger avec vous le temps nécessaire, si vous avez encore un peu de temps, et puis à faire part de sujets que vous aimeriez qu'on creuse, qu'on approfondisse si besoin. Isabelle nous dit, vous aviez fait une enquête pour évaluer le niveau de rémunération des cordeaux et chargés de mission. Est-ce qu'il est possible d'avoir le résultat? Alors non, il y avait une enquête qui avait été faite par la Fédération nationale des CPTS sur justement les différentes conventions utilisées et les niveaux de rémunération. Mais du coup, ce n'était pas nous, Agoralib, qui l'avions fait, c'est vraiment la Fédé au niveau national. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a en effet le document final qu'on pourra vous transmettre. On prend votre question et on vous répond à part. Un café CPTS sur l'évaluation des risques. Ça pourrait être avec un médecin du travail, si parmi vos contacts. En effet, n'hésitez pas à nous faire remonter les différents sujets de café CPTS qui pourraient vous intéresser. Nous, on part de vos questions terrain pour les organiser. Donc voilà, si plusieurs personnes sont intéressées sur ce volet-là, bien sûr. S'il y a d'autres sujets qui RH ou non RH d'ailleurs qui veulent être évoqués en commun, c'est l'objectif aussi. N'hésitez pas. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous avez le chat, vous l'avez fait là tout le long, mais n'oubliez pas, comme d'habitude, hein, vous pouvez prendre la parole, allumer votre caméra, ça donne toujours aussi un peu plus de lien, de côté humain et vivant. Voilà, RPS, ça ouais. continue surtout sur les RPS. Les risques psychosociaux. Ah oui, d'accord, les risques psychosociaux, merci. Pour le coup, c'est difficile d'être juge et partie sur ce sujet, c'est clair. Non, mais ça peut être effectivement très intéressant de prendre ce sujet, avoir une vision, peut-être mettre du travail, une vision juridique aussi, croiser les éléments. Hein. On est complémentaires sur ces sujets-là. Y a-t-il d'autres questions, réactions, interrogations ou désaccords par rapport à ce qu'on a pu dire? Hein. N'hésitez pas, c'est votre temps aussi, ce café CPTS, pour pouvoir échanger des retours d'expérience entre vous. Hein. Le but, c'est pas, vous n'êtes pas en mode webinaire, vous voyez et vous écoutez les uns les autres. Ça peut être de partager aussi entre vous. La vocation des cafés CPTS. Ne soyez pas timide, on est déjà le 15 janvier, vous n'avez pas bu une goutte d'alcool depuis le début du mois de janvier. Je sais que c'est difficile, mais allez-y. Moi, effectivement, elle a bu un petit peu hier soir. Bonjour Anne. Bonjour. Mais j'ai bu aussi. Ouais, elle me dénonce. Bon, ben écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, réactions, nous aussi, on va vous dire merci de votre écoute, de votre mobilisation nombreux, et bonne journée aussi à tous, bonne semaine, bon courage pour la suite de ce mois de janvier un peu frais.
Et puis, n'hésitez pas à remonter vos suggestions vers Agoralib pour la suite ou pour creuser ces thèmes ou pour avoir recours, là encore, à de l'expertise ponctuelle sur ces différents sujets. À très bientôt les uns et les autres. Merci. Au revoir Clémence, au revoir Maître. Merci à vous. pour ces échanges. Merci aux participants. À bientôt.